Alors bonjour à tous, bienvenue. J'espère que tout le monde a bien pu se connecter et nous entend. Voilà, j'espère que tout le monde a bien le son. On va démarrer cette présentation. Alors, la Chambre de commerce de la Haute-Savoie, qui accompagne les entreprises de leur création à leur transmission, en passant par le développement commercial, l'environnement, mais aussi l'information réglementaire et juridique, vous propose aujourd'hui un webinaire sur la réglementation de la vente de voyage et de séjour suite à l'entrée en application le 1er juillet prochain d'une directive européenne de 2015. Alors, nous serons deux intervenantes aujourd'hui, donc on me présente. Donc, je suis accompagnée de Sylvie Meyer, qui gère toute la partie technique, on va dire, de ce webinaire et qui m'a aidé à le préparer. Et moi-même, Chantal Lanfray. Nous sommes toutes les deux conseillères en réglementation et sensibilisation juridique à la CCI de la Haute-Savoie. Alors, voici le déroulé de l'intervention que nous vous proposons aujourd'hui. Donc, nous verrons dans un premier temps les professionnels qui sont concernés par cette réglementation, c'est-à-dire les professionnels à qui elle s'applique à partir du moment où certaines prestations sont proposées et vendues. Nous verrons également les professionnels qui ne sont pas concernés. Nous aborderons ensuite la réglementation pour pouvoir vendre des voyages et les incidences que la directive européenne apporte au Code du tourisme et qui vont s'appliquer à compter du 1er juillet prochain. Enfin, nous terminerons par la réponse à quelques questions si vous en avez. Je vous informe que vous pourrez télécharger le support de cette présentation avant les questions-réponses. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, voici les textes de référence que vous pourrez consulter très facilement sur le site gouvernemental de Légifrance. Alors, il s'agit bien sûr du Code du tourisme, dans ses parties législatives et réglementaires qui organisent la vente de voyages et de séjours. Ce Code du tourisme se verra donc modifié à compter du 1er juillet prochain suite à l'entrée en vigueur d'une directive européenne du 25 novembre 2015 qui a été transposée en droit français tout récemment par une ordonnance du 20 décembre 2017 pour une entrée en application donc à compter de ce 1er juillet. Alors, une précision, les références au code du tourisme qui sont indiquées en vert tout au long du PowerPoint sont les articles du code du tourisme qui entrera en vigueur le 1er juillet 2018. Voilà, sachant que vous pouvez quand même consulter le code en vigueur aujourd'hui sur ce même site, de Légifrance. Alors, pourquoi une réforme ? Bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, la vente de voyages et de séjours est bien sûr déjà réglementée et protège les voyageurs. Mais la directive qui régit cette profession date de 1990, donc elle aura bientôt 30 ans, et compte tenu des nouveaux modes de réservation de voyage, notamment par Internet, n'était plus adaptée. Donc cette directive de 2015, qui entre en vigueur au 1er juillet, abroge celle de 1990. Alors, quels sont les professionnels concernés par cette réglementation ? De façon élargie, ce sont tous les professionnels qui vendent et qui réservent pour le compte d'autrui des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées, on verra la définition tout à l'heure, ou des services de voyage qu'ils ne produisent pas eux-mêmes. Alors, ça concerne en premier lieu, bien sûr, les agences de voyage, mais aussi, par exemple, un guide de montagne qui va organiser régulièrement des treks en Inde ou ailleurs, accompagner ses clients, bien sûr, en tant que guide, mais qui va aussi réserver les hébergements, les repas, etc., pour le compte de ses clients. Sont concernés également les professionnels qui émettent des bons ou des coffrets cadeaux, alors le Smartbox ou Wonderbox parmi les plus connus et pour ne pas les nommer. Par contre, les entreprises qui ne font que vendre ces coffrets, puisqu'on les trouve un peu partout, dans les supermarchés, à la FNAC, etc., ne sont pas concernées. Voilà, on va revenir dans quelques instants sur les définitions de chacune de ces prestations. Alors, on vient de voir quels sont les professionnels concernés. On va voir également les professionnels qui sont exclus, puisque le nouveau texte exclut expressément les personnes
qui ne propose des forfaits ou des services de voyage qu'à titre occasionnel, c'est-à-dire 2-3 fois par an, dans un but non lucratif, donc sans recherche de bénéfices, et pour un petit nombre de voyageurs. Pour vous donner un exemple, l'association de sport ou de quartier qui propose à ses adhérents un voyage annuel ne sera donc pas soumise à cette réglementation, à condition bien sûr que cela reste occasionnel et sans recherche de bénéfices. Alors sont également exclus les professionnels de l'immobilier. On entend ici les professionnels qui sont soumis à la loi Hoguet et qui détiennent une carte d'agent immobilier et qui louent, dans le cadre de leur activité professionnelle immobilière, des locations touristiques à titre accessoire. Sont également exclus donc les personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou plusieurs transporteurs de voyageurs. Et enfin, les transporteurs aériens ou ferroviaires qui n'effectuent que la délivrance des billets de transport également. Voilà, donc tous ces professionnels sont exclus, à condition toutefois qu'ils n'organisent pas ou ne vendent pas des forfaits ou des prestations de voyage liées. Voilà, on va revenir sur ces points un petit peu plus loin. Alors, on arrive aux définitions. La directive européenne redéfinit un certain nombre de termes du jargon touristique, à commencer par la définition d'un service de voyage. Donc, constitue donc un service de voyage le transport de passagers, donc sont compris tous les modes de transport, que ce soit le train, l'avion, les cars, les bateaux, etc. Tous les types d'hébergements, donc les hôtels, les gîtes, les campings, la location de voitures ou de motos, et plus généralement, tout autre service touristique autre que ceux que l'on vient de citer, comme par exemple l'entrée à un musée, un parc à thème, la vente de forfaits de ski, la réservation d'une activité sportive, l'accès à des concerts, etc. Alors, on vient de voir ce qu'on appelle un service de voyage. On va maintenant parler du forfait, puisque le forfait touristique, bon, c'est quelque chose qui existe déjà, fait également l'objet d'une nouvelle définition à compter du 1er juillet. Donc la directive redéfinit la notion de forfait comme étant la combinaison d'au moins 2 types différents de services de voyage aux fins du même voyage, dépassant 24 heures ou incluant une nuitée, dès lors que les services ont été soit choisis et réglés auprès d'un seul et même professionnel, donc auprès d'une agence de voyage qui va vendre toutes les prestations, vendus ou proposés à un prix global, c'est-à-dire que le prix inclut les diverses prestations proposées, annoncés ou vendus sous la dénomination forfait ou une dénomination similaire, par exemple voyage tout compris, combinés après la conclusion du contrat et choisis parmi une sélection de services de voyage autorisés par le professionnel. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que le voyageur choisit après la conclusion du contrat un ou plusieurs autres services complémentaires de voyage qui sont au catalogue du vendeur, et tout ça avant le début du voyage. Enfin, constitue également un forfait les services achetés sur Internet auprès de professionnels distincts, mais grâce à des procédures de réservation en ligne liées. Alors, là, on est dans le cas où les coordonnées du voyageur, donc son nom, son adresse mail et les modalités de paiement, sont transmis à un autre professionnel et qu'un contrat est conclu avec cet autre professionnel pour une prestation complémentaire au voyage, au plus tard dans les 24 heures de la confirmation de la réservation du premier service de voyage. Alors, il faut préciser que les combinaisons de services de voyage comprenant un seul des types de services tels le transport, l'hébergement ou la location de voiture, avec un ou plusieurs autres services touristiques, donc une entrée de musée par exemple, ne constituent pas un forfait si les services touristiques ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison. Part significative, c'est une valeur inférieure à 25% du prix du voyage. Ne sont pas annoncés ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une caractéristique essentielle de la combinaison. Alors, pour vous donner un exemple, un voyageur réserve un hôtel et en même temps l'entrée à un musée. Bon, la vente d'un billet de musée est bien un service touristique,
Mais si le coût de ce billet représente moins de 25% de la valeur totale du séjour, on va considérer que la combinaison des deux n'est pas un forfait. Un autre exemple, si l'entrée au musée est achetée auprès de l'hôtelier après que l'exécution du service est commencée, c'est-à-dire au cours du séjour à l'hôtel du voyageur, on n'est pas dans le cadre d'un forfait. Voilà, j'espère que ces exemples vous éclairent un peu parce que c'est pas toujours évident à comprendre. Alors, dans la diapo précédente, on a évoqué la notion de voyage lié. C'est une des grandes nouveautés introduites par la directive. Un voyage lié, c'est lorsqu'un professionnel facilite la combinaison d'au moins 2 types différents de services de voyage achetés aux fins d'un même voyage, mais conclus auprès de prestataires séparément. Cela entraîne donc la conclusion de contrats séparés avec chacun des prestataires. Dans ce cas-là, la prestation de voyage lié est simplement facilitée par le professionnel et on a 2 situations. La première, c'est à l'occasion d'une seule visite à son point de vente. Donc, on entend par point de vente, y compris le site internet du professionnel hein, ou par téléphone. Donc, le professionnel a facilité aux voyageurs la conclusion de contrats avec d'autres prestataires. Et la deuxième situation, c'est qu'après avoir vendu un service de voyage, le professionnel a facilité, d'une manière ciblée dans un délai de 24 heures, la souscription par le voyageur d'un autre service de voyage auprès d'un autre professionnel. Voilà, donc ces 2 situations de vente de prestations de voyage liées ne supposent pas la volonté du professionnel qui a facilité hein, la vente de s'engager envers le voyageur. Mais pour ça, il a l'obligation d'informer clairement le voyageur qu'il ne bénéficiera pas de la protection des forfaits touristiques et dans ce cas, chaque prestataire reste responsable de ses propres prestations. Et toujours comme dans les forfaits, pour que ce soit considéré comme un voyage lié, il y a cette notion de part significative de la valeur du voyage, hein, de montant supérieur à 25% ou de caractéristiques essentielles du voyage. Alors, ces définitions sont nouvelles et importantes parce qu'elles imposent, on le verra un petit peu plus loin, des obligations différentes selon que le professionnel vend un forfait ou vend un voyage lié. Alors, pour continuer au niveau réglementaire, on va maintenant rappeler les démarches préalables pour un professionnel qui souhaite exercer une activité de vente de voyage. Donc, ceci n'est pas nouveau, mais doit quand même être rappelé. Donc, la principale démarche, au-delà des formalités de création d'entreprise ou d'immatriculation au registre du commerce, c'est l'immatriculation sur le registre des opérateurs de voyage et de séjour. Donc, ce registre, il est tenu par un organisme qui s'appelle Atout France. C'est une procédure entièrement dématérialisée. Les démarches se font donc uniquement en ligne sur le site d'Atout France. Hein, vous avez le lien qui est mentionné. Donc, il suffit de se créer un compte, de suivre les instructions et de fournir les justificatifs, à savoir notamment l'attestation de responsabilité civile professionnelle et l'attestation de garantie financière. Alors, concernant la garantie financière, depuis 2015, elle doit couvrir l'intégralité des fonds reçus par l'opérateur de voyage. Et elle doit servir, en cas de défaillance de l'opérateur, à rembourser le voyageur et assurer son rapatriement et la prise en charge, si besoin, de frais de séjour supplémentaires qui résulteraient d'un rapatriement. Alors, sur le site d'Atout France, vous retrouverez tous les détails, les modèles d'attestation et les organismes à contacter pour souscrire à ces différentes obligations. Une précision, l'immatriculation est à renouveler tous les 3 ans pour un coût qui est actuellement de 100 €. Par contre, tous les ans, il faut transmettre à Atout France l'attestation du montant de la garantie financière délivrée par le garant. Le non-respect de l'ensemble de ces règles peut entraîner la décision de radiation du registre. Donc, il faudra bien penser tous les ans à envoyer ces documents à Atout France. Alors, on va poursuivre. On a vu tout à l'heure les différentes définitions du forfait touristique, du voyage lié. On va maintenant voir ce que cela implique pour les professionnels. Comme on l'a déjà évoqué, l'objectif de cette réforme est d'améliorer la protection des voyageurs. Et qui dit amélioration de la protection des voyageurs,
10 nouvelles obligations pour les professionnels. Alors, cette amélioration, elle se matérialise notamment par de nouvelles obligations d'information à destination des voyageurs. Un arrêté du 1er mars 2018 a créé pas moins de 9 modèles de formulaires d'information qui doivent être communiqués obligatoirement aux voyageurs au moment de la conclusion du voyage. Donc les voyageurs bénéficient de nouveaux droits et la responsabilité des professionnels est étendue. Voilà, on va poursuivre en voyant dans le détail chacun de ces points. Alors, concernant les obligations d'information des voyageurs, le professionnel doit communiquer aux voyageurs, alors de façon obligatoirement par écrit et à l'aide des formulaires évoqués précédemment, et dont les contenus types ont été créés par l'arrêté du 1er mars de cette année, toutes les informations nécessaires au bon déroulé de son voyage et d'exécution des prestations. Alors, c'est vrai que cette obligation d'information, elle existe déjà à l'heure actuelle, mais la liste des informations à communiquer a été allongée. Par exemple, les périodes de séjour, les lieux et la durée des escales quand il y en a, la taille approximative de groupe si le voyage est un voyage de groupe, la nature exacte et précise des prestations, le prix total du voyage qui inclut les taxes et les frais annexes supplémentaires, les modalités de paiement, d'annulation du voyage, les conditions de souscription d'un contrat d'assurance, etc. Alors, toutes ces informations précontractuelles font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées sans l'accord du professionnel et de son client. Une fois le contrat conclu, et en plus des prestations précontractuelles qui auront été communiquées aux voyageurs, de nouvelles informations doivent aussi être communiquées, comme les coordonnées du garant financier, les coordonnées d'un représentant local ou d'un contact permettant aux voyageurs de demander une aide ou une réclamation en cas de non-conformité, une information sur le traitement des plaintes, sur le fait que le voyageur peut céder son contrat à un autre voyageur et les modalités, etc. On ne va pas pouvoir détailler ici la liste exhaustive des informations à fournir parce qu'elle est assez longue, mais vous pourrez consulter cette liste dans les articles R211-3 et suivant du Code du tourisme qui est mentionné dans cette diapositive. Alors ensuite et après la conclusion du contrat et avant le départ du voyageur, si le professionnel se trouve contraint de modifier un élément essentiel du contrat, ou en cas de hausse du prix du voyage supérieur à 8%, par exemple en cas de forte hausse du prix du kérosène, qui oblige le transporteur à augmenter le prix du billet, eh bien le professionnel doit en informer le voyageur par écrit et lui fixer un délai de réponse pour accepter ou non cette hausse et donc réaliser le voyage ou pas. Alors, concernant l'élargissement des droits des voyageurs, ils peuvent céder le contrat de voyage sans le consentement du professionnel, en l'informant au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Alors, ce délai de 7 jours existe déjà, mais il s'applique désormais aux croisières. Auparavant, ce délai était de 15 jours pour les croisiéristes. Ensuite, si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, le professionnel doit remédier à la non-conformité, sauf si cela lui est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés. Et dans ce cas, le voyageur peut demander une réduction de prix, voire des dommages et intérêts en cas de dommages distincts. Enfin, et en cas d'impossibilité d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables. Alors tout le monde se souviendra du fameux volcan en Islande dont je n'essaierai même pas de prononcer le nom. Le professionnel doit assurer et prendre en charge le coût de l'hébergement nécessaire dans la limite de 3 nuitées par voyageur. Sachant que cette limite de 3 nuitées ne s'applique ni aux personnes à mobilité réduite, ni aux personnes qui les accompagnent, ni aux femmes enceintes ou aux mineurs non accompagnés, et ni aux personnes qui nécessitent une assistance médicale spécifique.
Alors, on l'évoquait tout à l'heure au moment de la définition des forfaits et des voyages liés. Concernant la responsabilité des professionnels, il est important de faire la différence puisque dans le cadre des forfaits, il y a une co-responsabilité entre les différents intervenants, alors que dans la situation du voyage lié, chaque prestataire reste seul responsable des prestations qu'il propose. Alors effectivement, dans le cadre des forfaits touristiques ou des services de voyage, l'organisateur et le détaillant sont co-responsables et de plein droit de la bonne exécution des services qu'ils ont vendus. Que la vente ait été faite à distance ou non, cette notion de co-responsabilité reste donc inchangée. Par contre, il résulte de l'article L211-16 du Code du tourisme dans sa nouvelle rédaction, donc à compter du 1er juillet prochain, que les plafonds d'indemnisation éventuellement prévus par les conventions internationales lorsqu'elles s'appliquent, par exemple la convention de Montréal concernant les transporteurs aériens, fait appliquer à l'organisateur ou au détaillant les mêmes limites d'indemnisation. S'il n'y a pas application d'une convention internationale, il est possible de limiter dans les conditions contractuelles la responsabilité de l'organisateur du voyage. Si l'organisateur prouve que la cause du dommage est imputable soit à l'acheteur, soit au fait d'un tiers, soit à la force majeure ou à tout autre événement imprévisible et insurmontable. Alors, comme on vient de le préciser dans la diapo précédente, dans le cadre des prestations de voyage liées, la co-responsabilité des professionnels est exclue. Donc, chaque professionnel reste responsable uniquement de sa part de prestations vendues. Encore faut-il que le professionnel qui a facilité le voyage informe le voyageur que sa prestation n'entre pas dans le champ du forfait touristique. Dans le cas contraire, il y aurait application et de plein droit des règles protectrices du forfait touristique. Voilà. Toutes ces informations sont à communiquer, enfin seront à communiquer à l'aide des formulaires prévus dont on a parlé précédemment et qui ont été rédigés dans l'arrêté du 1er mars 2018. Alors, nous arrivons au terme de cette présentation. En conclusion et par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, pour les personnes ou les entreprises qui ne sont pas encore immatriculées à Tout France, mais qui pourraient être concernées par cette réglementation, eh bien, il convient de vérifier si elles doivent ou non s'immatriculer. Pour ça, la CCI peut les aider. Quant aux professionnels du tourisme qui sont déjà immatriculés à Tout France, eh bien, ils devront mettre à jour leurs documents commerciaux et leur site internet pour être en conformité avec cette nouvelle réglementation, et ce, au plus tard le 1er juillet 2018. Alors là, sur les liens indiqués, vous trouverez tous les détails sur les démarches pour l'immatriculation auprès d'Atout France, dont on a parlé tout à l'heure, les textes applicables et les contacts directs éventuellement pour les interroger. Vous trouverez notamment les 9 formulaires d'information et l'intégralité du Code du tourisme dans sa version actuelle et celle applicable au 1er juillet prochain sur le site Légifrance. Alors, merci de votre attention. Nous vous laissons maintenant quelques instants pour pouvoir télécharger le diaporama et répondre à notre sondage. De notre côté, on va regarder si on peut répondre à quelques questions. Voilà, on vous laisse un petit instant.
Alors, pour répondre à Pascal, pour télécharger le support du webinaire, il faut aller dans le menu de droite, hein, vous avez documents à distribuer, 1 sur 5, et vous avez un PDF, support webinaire vente de voyage. Là. Alors, Mariana qui nous interroge sur les transporteurs aériens dans le cadre d'un voyage à forfait. Eh bien, ils seront concernés par la réglementation des voyages à forfait s'ils vendent d'autres prestations que leur billet d'avion. De toute façon, en tant que transporteur, ils ont déjà un certain nombre de responsabilités, mais il peut y avoir une co-responsabilité avec l'autre prestataire si le voyage qui est vendu constitue bien un forfait touristique. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question? Descendre. Ça, je sais pas. Alors, il y a Mariana toujours hein, qui nous interroge, qui dit pour les prestations de voyage liées, est-ce que dans un voyage à forfait pour 15 jours en Inde, je facilite l'achat d'une place dans l'avion ou un bagage supplémentaire, cela rentre dans le cadre d'un forfait. Alors, déjà, vous dites, est-ce que dans un voyage à forfait pour 15 jours, donc ça veut dire que vous vendez bien un forfait et non pas un voyage lié. Hein, donc là, c'est bien la réglementation. Si vous vendez un voyage de 15 jours en Inde, c'est forcément un forfait puisque ça va comprendre le billet d'avion, la réservation des hébergements, les différents services sur place. Donc là, la question ne se pose pas. C'est vraiment un forfait. Alors, le lien, il y a Clément qui nous demande si le lien pour accéder à l'arrêté du 1er mars fixant le modèle de formulaire d'information pour la vente de voyage ne fonctionne pas, il me semble. Alors, ça me surprend. Sur le site de Légifrance, l'arrêté, il est publié. Hein, alors, c'est peut-être pas le bon lien, mais ça me surprend. Non, normalement, ça devrait être le bon lien. Voilà. Vous faites sur le site de Légifrance, vous cherchez le arrêté du 1er mars fixant le modèle de formulaire pour la vente de voyage, vous devriez le trouver. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Alors, on reste à votre disposition. Vous avez dans le support nos adresses mail respectives, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'autres questions. Alors avant de nous quitter, alors je vous remercie pour votre participation et puis je voudrais vous rappeler que ce webinaire s'inscrit dans le cadre des OSEA de 2018 qui est organisé par la Chambre de commerce de la Haute-Savoie, la Chambre des métiers de la Haute-Savoie et la région. Vous pouvez retrouver l'agenda complet sur le site dédié des OSEAD et participer aux différents événements hein, qui se déroulent jusqu'au 8 juin sur tout le département. Donc, n'hésitez pas à consulter le programme et à vous inscrire aux différents événements.
Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup de votre participation. Vous pourrez également retrouver toutes les actualités, euh, les informations et l'agenda de la Chambre de commerce sur notre site internet. Merci beaucoup et au revoir.